Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Je m'excuse encore pour la qualité, mais on commence à arriver au mois de septembre. Et qui dit mois de septembre dit beaucoup moins de luminosité et qui dit un temps un petit peu pourrave. J'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de la MotoGP, pour faire le débrief de cette course du côté de Saint-Marin, premier Grand Prix à Misano. Et on en aura un autre dans un mois sur ce même circuit, mais qui s'appellera le Grand Prix d'Émilie-Romagne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Dans le commentaire, n'hésitez pas à me dire quel pilote vous a plu, quel pilote vous a déplu, ce que vous avez... Enfin, n'hésitez pas à réagir à ce que je dis également dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est très important. Et surtout quand vous abonnez, vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, des vidéos qui sortent sur un autre domaine, par exemple le cyclisme, par exemple la moto, le cyclisme parce que je parle du cyclisme, parce qu'il y aura les championnats du monde de cyclisme. On fera bientôt un débrief même au niveau contre-la-montre. Grand Prix de Saint-Marin qui a été assez sympathique sur un circuit de Misano qui est... On a rarement des courses très décevantes à Misano ces dernières années. J'ai pas souvenir depuis que Misano est revenu, donc c'était 2009 ou 2010, je crois, le retour de Misano. Le circuit est assez sympa. En plus, c'est un circuit qui laisse peu de temps de repos aux pilotes. Hein. Il faut toujours manœuvrer au niveau du guidon, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc moi j'ai mis 15 sur 20 pour la note de ce Grand Prix parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder la course. Il y avait pas mal de dépassements, il y avait un bon groupe, notamment Mir, Marquez, Miller également. Ça se bagarrait vraiment bien, il y a eu vraiment beaucoup de bagarres pendant la course, beaucoup de rythme, même si c'est une course qui dure 27 tours, donc qui est peut-être un peu plus longue que d'autres, et ben j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder ce Grand Prix. Voilà, c'est un 15 sur 20, c'est-à-dire que c'est pas un grand prix surspectaculaire, on va dire, mais c'était un bon coup au Grand Prix. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. La bagarre entre Quartararo et Bagnaia sur la fin, même si moi mon lien a pété dans la moitié du dernier tour. Voilà, donc j'ai pas vu vraiment les 3-4 derniers virages, je les ai pas vus, mon lien a pété. Mais non, ça a été un bon Grand Prix. Et puis surtout, ce qui est intéressant avec... peut-être aussi ce qui a fait pour moi dire que c'était un bon Grand Prix, c'est qu'on est quand même sur une belle piste Misano et qu'on a eu également peu de différence entre beaucoup de motos. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment des beaux paquets là, de pilotes qui se bagarraient. Et c'est vrai que parfois on a eu quand même Fabio qui partait assez facilement devant. Là, c'était pas le cas, donc c'est peut-être aussi ce qui m'a fait dire ça. Et puis on a eu un grand Bastianini, un Zarco en difficulté encore, mais on va revenir sur tout ça. Par contre, le 15 sur 20, c'est pas pour les commentaires, parce que David Dumain, j'ai l'impression, est encore plus à la rue que d'habitude, dis donc. Alors Régis Laconi était bon, hein, mais moi j'ai un vrai problème avec David Dumain. Après, entre Régis Laconi et Randy Depugné, lequel le meilleur des deux? Moi je préfère quand c'est Louis Rossi et Jules Danilo. Voilà. Et je préfère surtout quand c'est le mec qui commente la Moto 2 qui commente la MotoGP aussi. Laurent Rigal, voilà. Je trouve qu'il est bien meilleur que David Dumain. J'ai beaucoup de mal moi, avec David Dumain, je trouve qu'il est très mauvais. Dans mon fameux critère de 1 sur 10, Julien Febvre, David Dumain pour moi c'est un 3. On passe tout de suite au bilan des bloches. On commence avec Fabio Quartararo. Fabio Quartararo qui a fait un bon week-end, qui a bien rétabli la situation parce que moi j'ai lu les interviews vendredi soir où il était vraiment, et on le sentait hein, quand on voyait des extraits on va dire du vendredi, qu'il était en difficulté, il n'était pas vraiment hyper à l'aise avec la machine. Lui il le disait en interview, beaucoup de soucis avec l'arrière, il n'avait pas de grip du tout avec le pneu arrière, il ne savait pas trop quoi faire. Le samedi, il rétablit bien la situation en EL3. Et puis voilà, il a réussi à progresser au fur et à mesure du week-end. Et dimanche, il était vraiment très très bon avec un très bon temps de la part de Fabio Quartararo. Vraiment une très belle course de la part du Français.
qui au départ sentait bien qu'il pouvait pas aller chercher les Ducati, puis au fur et à mesure de la course il s'est dit tiens ça va de mieux en mieux, j'ai de plus en plus de rythme, je vois de Miller de plus en plus en difficulté, bah tiens si je vais aller chercher Miller, et puis je vois que je reviens sur Bassanini, sur Banaya pardon, bah tiens si j'allais pas chercher Banaya. La force quand même de Fabio, c'est que j'avais peur dans le dernier tour ou dans les 2-3 derniers tours qu'il se mette peut-être au tas. Parce que ça reste quand même un pilote qui est jeune, même s'il a quand même l'expérience de jouer des championnats, notamment grâce au CEV, ou championnat d'Espagne à l'époque, peut-être. Pour lui, ça s'appelait championnat d'Espagne encore, c'était peut-être pas encore le championnat d'Europe, à l'époque de Quartararo, mais on a parfois envie de trop en faire, et puis on oublie qu'il faut marquer des points pour le championnat, et il n'a pas pris trop de risques sur cette course. Et moi, je trouve que c'est bien de la part de Fabio Quartararo, qui est déjà en mode un peu gestionnaire quand même, il perd que 5 points, il a toujours 2 courses d'avance, parce qu'avec 48 points, c'est 2 courses d'avance, quasiment, donc la situation est encore bonne à la fin de cette course à Misano. Bon, Austin, ça risque d'être un peu plus compliqué, parce que vous avez toute la longue ligne droite, et même la ligne droite des stands avec la montée, où ça peut être un petit peu compliqué. Même si Fabio aime bien ce circuit, c'est là où il a fait son premier podium en Moto 3 à l'époque. Donc c'est un circuit qu'il apprécie quand même plutôt bien Fabio. Puis ce que j'ai aimé quand même sur ce week-end de course, c'est qu'il a rétabli la situation. Une situation qui était un petit peu compliquée, il en a fait une situation vraiment à son avantage en fin de week-end. Et ça c'est très intéressant. Quand on voit surtout où étaient les autres pilotes Yamaha, entre Morbidelli, Dovizioso, Valentino Rossi, et comme l'a dit Dovizioso également en interview, Dovizioso il a dit il arrive à faire quelque chose de magique avec cette moto. Il faut que j'essaie de comprendre ce que c'est, Dovizioso. Et c'est vrai que Quartararo, pour le moment, même Vignales cette année, il n'y avait pas le niveau de performance avec la Yam. C'est le seul qui arrive à sortir quelque chose de cette Yamaha pour le moment. Donc il a vraiment compris un truc avec cette machine. Je continue et je termine du côté des Bleus avec Johann Zarco. C'est trop irrégulier pour jouer quelque chose de mieux que top 8. Là il est plus loin sur ce week-end. Départ qui a été complètement raté. Il se retrouve à un moment même 15e de la course, donc ça c'est compliqué, alors qu'il partait quand même 5e, donc il perd 10 positions très vite. Et puis après, il remonte un peu, mais il n'y avait pas un grand rythme, quoi. Il n'y avait pas vraiment de rythme pour Johann. Alors, il marque des points. Mais il se retrouve loin maintenant au championnat. Il est quasiment à 100 points de Fabio, quand on sait qu'à un moment, il y avait à peine 20 points d'écart. C'est sûr que ça fait mal. L'été a été douloureux pour Johann. Johann qui doit se faire opérer de l'avant-bras. Début de syndrome d'éloge. Donc, voilà, petite opération. C'est là où on voit que ces MotoGP sont quand même de plus en plus physiques quand même, parce que le nombre de syndromes d'éloge qu'on a depuis 3-4 ans avec les ailerons, c'est assez phénoménal. Et ça peut peut-être donner des informations pourquoi il n'est pas bien depuis 4-5 courses. Par contre, ça va encore relancer la polémique. Pourquoi il a fait un road trip de 1000 bornes quand on a un début de syndrome d'éloge? Il faut plutôt reposer ses avant-bras que faire 1000 bornes avec une vieille moto des années 70-80. Même si c'est pour faire plaisir au team, il y a un moment, il faut penser à soi. Et je pense que des fois, Johann Zarco, il veut tellement faire plaisir aux autres qu'il s'oublie un peu lui-même. Il oublie que pour être bon en MotoGP, faut avoir une hygiène de vie totalement irréprochable et tu peux pas faire n'importe quoi. Et je pense que faire 1000 km quand on a un début de syndrome d'éloge, c'est un petit peu stupide. Et en course, oui, je pense qu'il a pas pu en monter aussi parce que peut-être au niveau de l'avant-bras, c'était compliqué. Misano est quand même un circuit assez physique, vous avez peu de temps de repos à Misano, vous enchaînez beaucoup de virages à haute vitesse, donc on a bien vu notamment Marc Marquez qui était assez en grande difficulté avec son bras, donc pendant notamment le samedi. À Johann maintenant de retrouver la confiance, je crois qu'il y a aussi un problème de confiance, il finit quand même derrière Michele Pirro, ça fait un peu mal, ça fait même très mal je trouve, il finit surtout derrière Bastianini. Là aussi, ça a été compliqué, je trouve, pour Johann sur ce week-end. Il va faire la journée de mardi au niveau des tests, et puis mercredi, il se fait opérer du côté de Aix pour Johann Zarco, et il sera, on espère, de retour au top de sa forme au Grand Prix des États-Unis, qui débutera vendredi 30 septembre.
On passe tout de suite aux coureurs au top. Du côté des pilotes au top, je commence par le vainqueur du jour, Pecco Francesco Bagnaia. C'est un peu son circuit fétiche en MotoGP. Bon voilà, il faut le dire, c'est là où il a compris comment marchait une MotoGP. Moi, je dis toujours, Pecco Bagnaia, il a mis du temps avant de comprendre comment marchait une MotoGP. Ça avait un peu commencé à Bremo l'année dernière, et puis ça avait continué du côté de Misano. Vraiment, il a été très bon, il a résisté à la pression de Fabio. Parce que quand on vous dit Fabio Quartararo est à moins de 2 dixièmes derrière vous, vous commencez un petit peu à flipper. Surtout quand vous voyez l'état du pneu gauche, parce que je pense que Ducati c'était pas forcément le bon pneu, je pense, à l'arrière pour Ducati. On a beau dire, mais il se retrouve en difficulté. Je pense qu'ils pouvaient faire le doublé assez aisément chez Ducati et qu'avec ce problème de pneu, ils font 1 et 5. Mais le pneu s'est vraiment dégradé assez vite. Ils avaient pris un soft. Peut-être que ça marchera par contre lors de la prochaine course à Misano, parce qu'on aura des conditions qui seront beaucoup plus froides. On sera mi-octobre, voilà, donc ça sera même fin octobre, donc ça sera plus facile. Mais là, ouais, c'était un peu compliqué pour lui, et on a bien senti que ouais, c'était dur au niveau conduite. En fin de Grand Prix pour Pecco, et quand vous avez derrière Quartararo qui vous suit, il faut être fort pour résister. Donc déjà mentalement, il a été très très bon. Il a résisté aussi à la pression, parce que quand vous venez de gagner la dernière course, que vous arrivez quasiment à domicile avec une moto italienne et qu'on sait très bien que Rossi gagnera pas la course, donc vous avez presque toutes les attentes d'un pays. C'est compliqué de tenir dans ce genre de situation, que Ducati a pas forcément été toujours très bon sur cette piste ces dernières années. Bon voilà, il gagne 2 courses d'affilée pour le championnat, il devient l'adversaire numéro 1. Et l'Italie compte sur lui. C'est le pilote peut-être, c'est l'année peut-être ou jamais où Ducati peut gagner avec un pilote italien. Ils n'ont jamais réussi avec Dovizioso, peut-être qu'ils vont réussir avec Pecco Bagnaia. Malgré tout, il y a 48 points de retard, ça va pas être facile à remonter, mais il va falloir qu'il enchaîne des victoires, tout simplement Pecco. Malgré tout, je pense qu'aussi dans le team, on va l'aider, et Jack Miller aussi peut l'aider. Maintenant, il faudra voir l'inconnu, c'est Bastianini, parce que Bastianini roule marche sur l'eau depuis quelques temps, mais du côté de Pecco Bagnaia, il a fait ce qu'il fallait pendant tout le week-end, il était performant pendant tout le week-end, il était toujours un petit peu au-dessus des autres pilotes Ducati. Donc chapeau monsieur Bagnaia. Je continue avec Bastianini, il a aussi chapeau monté sur le podium avec une Avintia. C'est quand même toujours extrêmement difficile. Et puis surtout, il a fait des très beaux dépassements, quoi. Sur Marquez, faut y aller. Le dépassement qu'il fait sur Marquez, costaud quand même. Avec une machine qui pourtant n'était pas super, parce que c'est une machine qui avait beaucoup de mouvements. Et à Misano, quand vous avez beaucoup de mouvements dans cette fameuse section où vous avez 3 virages sur la droite à haute vitesse, je veux dire qu'il s'est fait des belles frayeurs quand même, Coco, avec des guidonnages à 250. C'est quand même costaud. Et puis, il marche sur l'eau parce que c'est les derniers résultats. Quand on regarde les 4-5 dernières courses, Bastianini, c'est quand même solide, quoi. Depuis son abandon en Autriche, 12e en Grande-Bretagne, 6e à Aragon, 3e ici à Saint-Marin. Mais même sur la saison, c'est quand même donc son premier top 5, certes. Mais au niveau top 10, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5e top 10 de la saison. Il a explosé Marini. Marini, on ne le voit même plus quand même, le pilote italien. Il se rapproche quand même assez vite de Jorge Martin pour la place de meilleur débutant. Il n'y a plus que 10 points d'écart entre les deux. Ça va être une belle bagarre également. Et Bastianini, pour moi, c'est un futur champion du monde. Alors, on a l'impression comme ça qu'il est dans l'ombre, personne ne s'intéresse à lui. Vu comment il a été champion l'année dernière en Moto 2, alors qu'il était chez Italtrans, qui est une bonne équipe, Italtrans, mais qui n'est pas forcément le top team, avec en plus un équipier qui était vraiment à la rue l'année dernière en Moto 2, qui était champion du monde Moto 3 l'année d'avant. Bastianini en Moto 2, son équipier qui était champion du monde Moto 3 l'année d'avant. Bastianini, vraiment il s'en sort très très bien, et avec une Ducati qui est pas de première fraîcheur en plus.
Je peux vous dire que ça, c'est vraiment fort. Non, c'est du costaud, c'est du costaud. C'est vraiment une très très belle course qui nous a fait Bastianini. Et s'il enchaîne comme ça, alors aux États-Unis, il faudra voir, mais Émilie-Romagne, Algarve, il avait déjà fait 11e. Non, il avait fait 9e, même à Portimao. Bah, moi je serais inquiet du côté de Jorge Martin, surtout que Portimao, pour Jorge Martin, ça reste un mauvais souvenir. Donc, non, vraiment très bon Bastianini. Et moi, je vais le suivre jusqu'à la fin de saison, mais je pense que il est capable de nous refaire encore un top 5 sur la fin de saison. Et puis, j'ai bien aimé ses dépassements. Vraiment, c'était, voilà, il était offensif et offensif intelligent en plus. On continue avec Vignales. Bah, c'est fort ce qu'il a fait, Vignales. Non, c'est fort. Moi qui ai été énormément critique avec Vignales, 2 courses avec Aprilia déjà dans les points. Je crois qu'il y en a quand même pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Alors après, il faudra réussir à poursuivre sur cette lancée du côté de Vignales, mais chapeau pour le pilote espagnol. Qualifié directement en Q2 également. Il reste encore un petit peu derrière Alex Espargaro, mais bon, l'écart, c'est 6 secondes sur le Grand Prix. En qualif, entre les deux, c'est pas énorme non plus. C'est 2 dixièmes. Même pas 2 dixièmes entre les deux. Donc ouais, ça commence à être intéressant quoi. Par Aprilia, ils ont 2 bons pilotes. Ça va être intéressant. Et puis Vignales, s'aperçoit qu'il y avait quand même un problème avec cette YAM pour lui. Parce que là, je pense, de toute manière, on va pas se mentir, le mec, même s'il pète un câble, et pour moi il a pété un câble ce jour-là, pour arriver à péter un câble à ce point, c'est que derrière l'ambiance était quand même catastrophique dans l'équipe Yamaha. Après, je ne retire absolument pas les critiques que j'ai eues envers lui et ce qu'il a fait. Et le fait que du côté de chez Aprilia, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'amour propre. Mais voilà, après il est très bon sur cette course, il a vraiment fait un bon Grand Prix, il a été régulier, j'avais un peu peur en course qu'il ait du mal, qu'il souffre, il a un peu souffert, mais bon, il s'en sort bien quoi. Il s'en sort très bien sur une piste où le moteur de l'Aprilia est toujours un petit peu en retrait. Donc ouais, vraiment bien. Moi j'attends de voir Aprilia notamment à Valence. Je pense qu'à Valence ils vont être très bons, Aprilia, parce que la moto est hyper agile, hyper stable. Donc non, ça va être très intéressant. Moi je pense c'est du côté de Valence. Je pense qu'ils pourront être très très performants à Valence. Et puis pour saluer, on va dire, la fin du partenariat avec Gresini et le début de l'équipe officielle, on va dire Aprilia, un podium ça aurait de la gueule. Je continue et je termine avec Honda. Rapidement du côté d'Honda, ça a été beaucoup mieux sur ce week-end de course. 2 pilotes qui... deux pilotes en Q2, avec des temps assez proches en plus, parce que souvent, ces derniers Grands Prix, il y avait soit Paul Espargaro, soit Marc Marquez qui performaient, mais c'était pas les deux en même temps. Là, les deux ont performé en même temps. Et puis également en course, où les deux sont assez proches. Paul Espargaro fait 7, Marquez fait 4. Les deux sont à 3 secondes d'écart. L'écart entre Marc Marquez et Paul Espargaro, c'est 3 secondes. Ça va dans le bon sens, je dirais, du côté de chez Honda. On commence peut-être à voir le bout un petit peu du tunnel, parce que Mizano, l'année dernière, ça n'avait pas été bon pour eux. Et là, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'ils commencent à voir un petit peu le bout du tunnel chez Honda, à trouver peut-être des solutions à leurs problèmes. Leur problème de stabilité, leur problème de moto qui est très compliqué à piloter. Et surtout, j'ai l'impression que du côté de Marc Marquez et Paul Espargaro, on avance un peu plus dans la même direction que ça pouvait être le cas auparavant. Donc ça, c'est vraiment intéressant du côté de chez Honda. On espère que le niveau de performance perdurera encore dans cette équipe. On passe au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, encore un constructeur, KTM. Nul par KTM, premier pilote Brad Binder, mais heureusement qu'il fait quand même des bonnes courses, Brad Binder. Aucun pilote qualifié en Q2, ce qui est également extrêmement inquiétant. Premier pilote quand même, c'était Brad Binder, 17ème. Donc c'est sur la grille de départ, donc ils ont fait 17.
20, 21, 22. Un Miguel Oliveira qui, j'ai l'impression, ne sait plus quoi faire avec cette machine. Qui finit juste devant Andrea Dovizioso, mais derrière Luca Marini ou Morbidelli qui revient quand même de blessure. Loin derrière Petrucci. Il y a 5 secondes d'écart avec Petrucci pour Miguel Oliveira. Chez KTM, c'est assez incroyable. L'année dernière, moi je pensais qu'ils étaient sur la bonne voie, qu'ils avaient vraiment trouvé la bonne mixture, on va dire, pour être performants dans les années à venir et pouvoir jouer le titre mondial, peut-être dès cette année, mais au moins l'année prochaine. Là, ils patauge, vraiment, il patauge complètement. Et le problème, c'est que chez KTM, quand on patauge, on part dans tous les sens. Et c'est leur problème. Ils ont testé 10 ou 15 châssis en quelques jours. En travaillant de cette manière, tu peux pas être efficace. Tu peux pas être efficace. Ils ont testé, à une époque, je me souviens, ils testaient 150 bras oscillants. Tu peux pas performer en amenant autant de pièces différentes. C'est impossible, quoi. Et là, du côté de KTM, c'est vraiment leur problème. C'est-à-dire qu'ils amènent encore un nouveau châssis. Je pense qu'au niveau moteur, ils sont aussi un petit peu derrière. Et puis, à part Brad Binder qui s'est imposé en Autriche, sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien du côté de cette équipe KTM en termes de bons résultats cette année. C'est quand même très décevant. Il y a une régression et du côté de chez KTM, c'est fou, c'est que KTM a quand même gagné en motocross, gagné en rallye raid, gagné également en trial. Ils ont gagné en ayant une progression assez linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de régression dans leurs résultats. Peut-être une année au Dakar, sinon il n'y avait pas de régression dans leurs résultats. Là, tu as l'impression qu'en vitesse, que ça soit en 125, 250 où ils ont galéré pendant des années, en Moto 2 aussi, et même en Moto 3, où des fois ils galèrent, ils régressent, ils avancent, ils régressent, c'est un peu compliqué. Et là, pareil, c'est une année ça va bien, après ça redégringole. C'est étonnant comment ils n'arrivent pas à trouver la solution du côté de la compétition de vitesse. C'est vraiment dingue. Et tu comprends pourquoi ils sont pas en superbike ou pourquoi ils sont pas en endurance, c'est qu'ils s'en sortent pas, quoi. C'est vraiment un vrai problème. Alors je sais pas si c'est un problème culturel d'entreprise, on va dire, ou si c'est un problème juste de personnel ou de moyens ou d'erreurs stratégiques, mais c'est pas normal qu'un Miguel Oliveira soit 20e, voilà, quand on connaît le potentiel du pilote, donc il va falloir trouver des solutions. Je continue avec les flops, avec Alex Marquez, nulle part. Un point de la 15e place, largué par rapport à Nakagami quand même. Hein, parce que je voudrais quand même signaler qu'il y a 10 secondes, plus de 10 secondes, 12 secondes d'écart entre les deux. Et puis Alex Marquez, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est... même l'année dernière, on va bien être gentil, mais Alex Marquez, je crois que la MotoGP, c'est pas fait pour lui. De toute manière, il faut quand même rappeler qu'en Moto 2, il est devenu champion, déjà au bout de 5 saisons, pile au moment du changement de réglementation, et que la fin de saison avait été très compliquée, le début de saison avait été très compliqué jusqu'au changement de pneu arrière en Moto 2, où ensuite il s'était imposé. Là, du côté de Alex Marquez, voilà. C'est 15e, largué par tout le monde chez Honda, sur un circuit où les Honda se sont bien comportés. Il n'y a que Bradle, non, il finit même derrière le pilote essayeur qui est Stéphane Bradle, et Bradle il passe pas son temps à Misano, contrairement à Michele Pirro. On peut donner ça comme circonstance atténuante à Johann Zarco, c'est que Michele Pirro il passe son temps à Misano, là Stéphane Bradle non. Donc et puis Stéphane Bradle il a couru il y a quelques temps déjà, hein. Il a fait le début de saison. Il n'avait pas couru depuis quelques courses, Stéphane Bradle. Il y avait une longue pause, donc non, c'est compliqué. Et puis, moi, je trouve qu'il se bat pas avec la moto, il continue de tomber. Il y a un moment, j'ai l'impression qu'il fait pas d'effort non plus, Alex Marquez. Ça va être compliqué quand même pour être au guidon l'année prochaine. Et je pense que de toute manière, Cecchinello aimerait avoir un autre pilote à la place. Puis je termine avec Alex Rins. Là aussi, beaucoup trop de chutes cette année, encore une chute lors de cette course.
C'est con parce que là, il avait du rythme, il était même devant du Admire, mais il tombe tout le temps, quoi. Cette année, c'est incroyable. Comme a dit Poncharal avec Icar Lecuona, tu peux pas faire un grand résultat si tu tombes. Ça a l'air d'être stupide comme phrase, c'est impensif, mais c'est la vérité. Et Alex Rins, le problème c'est que c'est son combienième abandon de l'année. Alex Rins, si je le trouve, 1, 2, 3, 4e, en sachant qu'il n'a pas participé en Catalogne, en sachant qu'il a fait 20e également lors du Grand Prix d'Espagne à Jerez. C'est beaucoup trop, en 14 courses, on doit être. C'est pas normal. C'est pas normal, je veux bien que la moto ait des problèmes d'électronique, mais Johan Mir, il est devant, quoi. Il y a 100 points d'écart entre les deux équipiers. Bon. Voilà. J'ai l'impression de me répéter un peu avec Alex Rins, mais le petit prince de la MotoGP, quand on a pu le croire en 2019, il en a pris un coup quand même, hein. Coco. Et c'est triste parce que voilà, 2019, il fait 4e, très bonne saison, un peu plus en difficulté sur la fin. Il attaque très très mal la saison 2020, et puis depuis, c'est beaucoup trop inconstant pour pouvoir jouer un championnat. Et le problème, c'est qu'on lui demande de jouer le championnat chez Suzuki. On peut pas seulement avoir un seul pilote performant. On passe aux différents classements, notamment le classement pilote. On commence tout de suite avec Fabio Quartararo en tête avec 234 points. Devant Francesco Bagnaia, il y a 48 points d'écart, donc 186 points. On retrouve ensuite Johan Mir, donc, qui est maintenant largué avec 167 points. Puis Zarco Miller, 1 point d'écart entre les deux, 141 et 140. Puis Brad Binder, 124 points. 104 points pour Espargaro, 98 pour Viñales, Marquez 92, 87 pour Miguel Oliveira. Premier débutant Jorge Martin avec 71 points, 10 points d'avance sur Andrea Bastianini. Valentino Rossi n'est même plus dans le top 20 du championnat du monde, comme quoi il y a un moment, il aurait peut-être fallu prendre la retraite déjà il y a quelques années. On passe au classement constructeur. Du côté du classement constructeur, c'est toujours Ducati qui est en tête. L'avance a légèrement augmenté face à Yamaha. Il y a maintenant 13 points entre ces deux équipes, enfin entre ces deux constructeurs, pardon. On retrouve ensuite Suzuki qui est toujours devant KTM. Là aussi, 6 points d'écart entre ces deux constructeurs. Et puis on a Honda qui est 30 points derrière KTM et Aprilia qui a 105 points. Et puis on termine avec le classement par équipe. Et du côté du classement par équipe, c'est Yamaha qui est en tête avec 3 points d'avance sur Ducati. On retrouve ensuite le team Suzuki avec 235 points qui prend de l'avance, on va dire, sur l'équipe Pramac qui marque un peu le point avec 216 points. Toujours premier team indépendant. Puis on retrouve KTM, Honda, LCR donc qui a 120 points, c'est-à-dire qu'il y a encore 96 points d'avance pour Pramac. Et puis Aprilia et Avintia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve donc pour le prochain Grand Prix des États-Unis qui aura lieu entre le 30 septembre et le 3 octobre. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.